Adolf Hitler a écrit en 1924 le livre de la haine, Mein Kampf, Mon combat, qui se termine par ce cri fanatique. Un État qui refuse la contamination des races doit devenir un jour le maître de la Terre. Adolf Hitler, né le 20 avril 1889, se suicide le 30 avril 1945. Comment cet Autrichien venu de nulle part a-t-il réussi à conquérir l'Allemagne? Sur quel terreau a-t-il semé la haine et la violence? Comment Hitler et les nazis ont-ils fait basculer le monde dans l'apocalypse? Comment Hitler a-t-il été possible? Soupçonné de ne pas être patriote. L'antisémitisme date de toujours et vient de partout. Poursuivis par cette fatalité, les Juifs, qu'ils soient les pauvres du ghetto ou les bourgeois dits assimilés, servent périodiquement de bouc émissaire pour toutes les crises. En Russie, au début du XXe siècle, ils venaient d'être victimes de massacres, les pogroms, et beaucoup avaient fui cette persécution jusqu'en Allemagne. Mais la grande question, c'est: Hitler lui-même était-il juif? L'un des secrets les mieux gardés de son régime, c'est qu'il ne peut pas prouver le contraire. Il ne connaît pas l'un de ses grands-pères. Son père était né de père inconnu. La grand-mère avait fini par se marier avec un meunier appelé Johann Hitler, qui avait reconnu l'enfant et donné son nom. Au regard des lois nazies, Hitler ne remplit donc pas les critères dits de la protection du sang, qui impose à tous les Allemands, s'ils veulent échapper à la persécution, de prouver que leurs 4 grands-parents ne sont pas juifs. Hitler ne peut pas démontrer qu'il n'est pas juif. Le 20 avril 1889, Adolf Hitler naît dans une famille catholique de ce qui est alors l'Empire d'Autriche, à Braunau-sur-Linn, une petite ville à la frontière avec l'Empire allemand. Son père est douanier. Veuf, il s'est remarié avec une cousine, beaucoup plus jeune que lui. C'est donc un mariage consanguin. Sa petite enfance est marquée par les nombreux déménagements dus aux affectations paternelles le long de la frontière. Écolier modèle dans le primaire, à 8 ans il sert la messe dans ce monastère. Il chante et s'exalte pour le don de soi des prêtres. Il admire leur sens de la mission. Au fronton du monastère, il remarque une étrange croix. Elle préfigure la croix gammée, qui deviendra l'emblème des nazis. Hitler se souviendra toujours de la croix du monastère comme le signe de sa prédestination.
Cette croix gammée était depuis des millénaires un symbole bénéfique, en Inde, du mouvement perpétuel de l'humanité. Détournée par les nazis pour en faire le signe des peuples aryens, mythique race pure de grands blonds, aux yeux bleus, auquel Hitler rajoutera le casque. Et la mystique d'une race supérieure. Unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Hitler, en grandissant, ne correspondra pas à cette définition, va le sortir de son existence d'artiste raté. Il a fui l'Autriche pour ne pas faire son service militaire et il est en Allemagne, à Munich, emporté par la vague de folie nationaliste qui entraîne tous les Européens vers le grand massacre. Hitler a été identifié, enthousiaste, à la déclaration de guerre au milieu de la foule. Cette photo apparaîtra opportunément pendant une campagne électorale de 1932. Elle sera diffusée largement par les nazis. Leurs adversaires crieront au photomontage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Hitler était bien là et qu'il a fait la guerre et que la guerre l'a fait. Au bout de 4 ans, il revient à Munich avec son régiment, dans une Allemagne en pleine révolution. Hitler a 30 ans. Une période déterminante s'ouvre devant lui. Il cherche avant tout à rester dans l'armée, qui désormais garantit l'ordre et la stabilité du nouveau régime du président socialiste, Friedrich Ebert. La jeune République doit faire face à un mouvement révolutionnaire marxiste. Les spartakistes, qui tentent de s'emparer du pouvoir, comme les bolcheviks l'ont fait en Russie 2 ans plus tôt. L'armée les écrase, aidée par des volontaires nationalistes, les corps francs, viviers du futur parti nazi. Dans l'armée, Hitler fait du zèle. Ce qu'il veut avant tout, c'est un toit et une gamelle. Et il est prêt à toutes les bassesses. Il sert d'agent provocateur, d'indique. Il dénonce ses camarades de régiment, soupçonnés d'être des rouges. Ses convictions contre-révolutionnaires le font remarquer par les officiers qui reprennent en main la population en combattant les idées communistes. Il charge Hitler d'une mission, rééduquer politiquement les soldats et les prisonniers rapatriés. Le supérieur d'Hitler note alors dans son rapport « C'est un tribun né qui, par son fanatisme et son style populiste, captive l'attention et oblige à penser comme lui. » Hitler dit « C'est à ce moment-là que j'ai compris que je savais parler. » Il apprendra ensuite l'art de se mettre en scène et de dominer son public. En 1919, il dénonce la honte nationale du traité de Versailles. Après des mois de palabres, les vainqueurs, surtout la France, l'Angleterre et les États-Unis, imposent à l'Allemagne des conditions de paix très dures, comme si elle était la seule responsable de l'immense carnage. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, condamne l'Allemagne à payer d'énormes indemnités, les réparations, qui vont peser sur son économie et seront au cœur de la contestation allemande. L'Allemagne est aussi amputée de 13% de son territoire et d'un 10e de sa population. L'Alsace-Lorraine redevient française et toute la rive gauche du Rhin est démilitarisée. Le monde est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé, malgré lui, dans cette Bavière en pleine ébullition,
où pullulent les groupes d'extrême droite. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919. Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. La Bavière est alors très à droite, tandis que le pouvoir à Berlin est plutôt de centre-gauche et porte le nom de République de Weimar, du nom de la ville où vient d'être votée la nouvelle constitution. Hitler, transformé en Bavarois, hurle avec les loups contre les criminels de novembre, ceux qui ont signé l'armistice et le honteux diktat de Versailles. Des idées partagées par l'armée et surtout par les anciens combattants qui se réunissent dans les grandes brasseries de Munich, comme la Bürgerbräukeller, où Hitler fait sa grande entrée, le 13 août 1920, avec une conférence intitulée « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Pour Hitler, la réponse est qu'au-delà de sa haine viscérale des Juifs depuis la défaite, l'antisémitisme est le meilleur moyen d'attirer les militants nationalistes. Hitler galvanise les excités de son groupuscule d'extrême droite qui le prennent pour chef et lui procure une voiture, signe de son importance. Alors il change le nom du parti. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Dans son petit local d'une brasserie de Munich, il dessine l'emblème du parti. Il écrira dans Mein Kampf, après d'innombrables essais, je choisis un drapeau rouge pour montrer la dimension sociale de notre mouvement, avec un rond blanc pour sa vocation nationaliste et la croix gammée, symbole de l'arien, éternel antisémite. Pour protéger ces réunions, il crée les SA, les sections d'assaut, une petite milice à qui il procure des vestes provenant d'un stock de l'ancienne douane austro-hongroise. Son radicalisme fait passer le parti de 2000 à 20 000 membres, 10 fois plus en un an. Il a réussi grâce au soutien d'une sorte de secte raciste, la société de Thulé, du nom d'un royaume nordique de légende. Ses membres financent un journal avec des fonds d'origine douteuse. Ce journal devient celui du parti nazi avec un nouveau titre, Völkischer Beobachter, l'observateur racial. Son directeur, membre de la société de Thulé, est Alfred Rosenberg, qui se prétend le théoricien de l'antisémitisme. Confus et le plus souvent délirant, il sera l'un des grands inspirateurs de la Shoah. Un autre ancien membre de la société de Thulé, alors étudiant, est Rudolf Hess, qui deviendra le secrétaire d'Hitler et l'un de ses plus serviles et fanatiques complices. À ses premiers militants se joindra un héros de la Grande Guerre, Hermann Göring, l'un des plus célèbres pilotes de chasse allemands. Comme beaucoup d'autres, il a eu du mal à se réadapter à la vie civile. En Hitler, il trouve le porte-parole de ses idées contre-révolutionnaires et deviendra le numéro 2 du régime, et entre autres, l'un des instigateurs des camps de concentration. En 1922, Hitler fait défiler Göring à côté du général Ludendorff, encore en casque à pointe, pour montrer aux anciens combattants que leur grand chef de guerre est avec les nazis. Car Ludendorff, l'un des responsables de la prolongation de la guerre de 14, est convaincu que les politiques l'ont privé de sa victoire.
Cette thèse est partagée par beaucoup de généraux allemands, et l'adhésion de Ludendorff aux idées nationalistes ouvre de nouvelles perspectives à Hitler. Tout paraît possible. En Italie, l'extrême droite, le parti fasciste de Benito Mussolini, vient de prendre le pouvoir. Le Mussolini allemand serait-il Hitler ? L'année 23 sera décisive. Les Allemands ont froid. Les Allemands ont faim. Ils tentent de voler le charbon des Français. La République de Weimar est obligée d'importer du charbon et de payer ses mineurs grévistes. Ces dépenses énormes l'entraînent à faire marcher la planche à billets à toute allure. Le mark se déprécie d'une manière affolante. Les Allemands payent, un jour, le kilo de pommes de terre, 1 milliard. Et le lendemain, la miche de pain, 460 milliards de marks. Sur ce terreau de folle inflation et de chômage, l'extrême droite bavaroise se mobilise avec à sa tête le général Ludendorff. Grâce à Ludendorff, Hitler a réussi à unifier tous ces groupes d'anciens combattants aigris par la défaite. Il veut tenter un putsch, un coup d'État, marcher sur Munich, puis sur Berlin. Hitler dit « Nos gens sont soumis à de telles pressions économiques que si nous n'agissons pas maintenant, ils vont passer chez les communistes. » Les nazis vont réussir à se procurer des armes grâce à des militaires complices. Mais après des hésitations, l'armée et la police décident de rester fidèles au gouvernement légal. Dès lors, à Munich, pour Hitler, tout est perdu. Mais il a l'extravagante illusion que Ludendorff et lui vont quand même entraîner la population. Et il fait avancer ses troupes vers les barrages menaçant de la police. Les deux camps sont face à face avec Hitler en gabardine blanche au centre. C'est un photomontage nazi destiné à fabriquer la légende du courage d'Hitler. En fait, il s'est protégé derrière son garde du corps, qui a été tué dans la fusillade. Car la police a tiré, mettant fin au putsch d'Hitler de 1923. 10 ans plus tard, quand il aura pris le pouvoir, Hitler instituera tous les 9 novembre une cérémonie funèbre dans le style des rites païens nordiques, à la mémoire des 14 militants nazis tués pendant le putsch. Leurs noms sont à chaque fois égrenés, et les milliers de nazis et de jeunesse hitlérienne répondent à chaque fois « présent ». Hitler a fait construire à Munich un mausolée où les Allemands ont l'obligation de défiler en saluant le bras tendu, ce qu'Hitler appelle les martyrs de novembre. Hitler a été arrêté et le Parti national-socialiste interdit. Un grand écrivain autrichien, Stefan Zweig, écrit « Ainsi, dans cette année 1923, disparurent les croix gammées, les troupes d'assaut, et le nom de Hitler retomba dans l'oubli. » Trois mois après l'arrestation d'Hitler, le procès du putsch s'ouvre à Munich. Hitler est accusé de haute trahison et du meurtre de 4 policiers, ce qui le rend passible de la peine de mort. Ludendorff, qui n'a même pas été incarcéré, arrive au procès dans une voiture de luxe avec ses avocats. Il est aussitôt remis en liberté par respect pour son glorieux passé
et parce qu'il continue à avoir des appuis influents. Il sera acquitté. Hitler, qui avait menacé de se suicider, comprend que le tribunal ne lui est pas si hostile. Il retrouve tous ses talents d'orateur et se lance dans ses invectives habituelles contre le gouvernement et contre les Juifs. Ce procès devient donc une tribune inespérée, devant des juges de plus en plus complaisants et un public de plus en plus nombreux. Le verdict est donc logiquement très inférieur à ce que Hitler aurait pu craindre. Il est condamné à 5 ans de prison et incarcéré dans une cellule relativement confortable qui donne sur la campagne. Ses conditions de détention ressemblent plus à un hôtel parce qu'il peut recevoir à tout moment les sympathisants nazis. Il dicte son livre à Rudolf Hess, qui tape sur une machine fournie par un banquier et sur du papier apporté par Winifred Wagner, la belle-fille du compositeur adulé par Hitler. Winifred est raciste, comme Wagner, et très admiratif de son grand ami, Adolf. Son texte, bâclé, et réécrit par des journalistes nazis. Mein Kampf, mon combat. Même revue, le livre reste très indigeste. Pourtant, il renferme toute la conception du monde d'Hitler, dont les nazis vont faire la nouvelle Bible. Hitler sort de prison le 20 décembre 1924. Libéré sur parole pour bonne conduite. Il se rêve maintenant en continuateur des grands fondateurs de l'Allemagne, comme Bismarck. Il dit « Mon séjour en prison m'a apporté une confiance, un optimisme et une croyance que plus rien ne pourrait ébranler. » Pourtant, la traversée du désert commence. Mein Kampf est un échec. Il s'en vendra à peine 20 000 exemplaires du premier tome. Le 27 février 1925, Hitler fait sa rentrée politique dans la fameuse brasserie de Munich, d'où il avait lancé le putsch, en réaffirmant sa position de chef des nazis. C'est alors que se produit un événement qui va le servir. L'incarnation même de la nouvelle démocratie allemande, le premier président de la République de Weimar, le socialiste Ebert, meurt à 57 ans d'une appendicite mal soignée. L'autre grand chef de 14-18, l'imposant maréchal von Hindenburg, qui est élu. Jeune officier en 1870, il a assisté à la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces de Versailles. Il rassure l'armée, fédère les conservateurs, en inquiétant la gauche et l'Europe. Hitler reste en embuscade. Le parti nazi va réussir à étendre ses métastases dans toute l'Allemagne, jusqu'à compter près de 170 000 adhérents. Hitler a fait de sa milice, les SA, une véritable armée privée. Ils sont de plus en plus jeunes, mais il ne faut pas se tromper. Ces paramilitaires sont des brutes, des fanatiques, des meurtriers. Leur nouvel uniforme, de couleur marron, les fait surnommer les chemises brunes. C'est une imitation des chemises noires de Mussolini qui avaient si bien réussi leur marche sur Rome quelques années plus tôt. Autre code emprunté à Mussolini, le salut romain, le bras tendu accompagné d'un cri rauque. Avec Mussolini, c'était « Viva il Duce ». Avec Hitler, ce sera « Heil Hitler ». Salut à Hitler.
L'uniforme des SA a été dessiné et fabriqué par une petite équipe de stylistes allemands, et parmi les confectionneurs, il y aura le couturier de Stuttgart, Hugo Boss, qui s'en vantera dans sa publicité. Hugo Boss, membre du parti nazi, fabriquera aussi la terrifiante tenue noire de la SS, la Schutzstaffel, la nouvelle section de protection du Führer, et même l'uniforme de la jeunesse hitlérienne. Tout cela coûte beaucoup d'argent, et les fonds proviennent surtout de la générosité des petits adhérents ou de riches sympathisants du fascisme, comme le magnat de l'industrie sidérurgique Fritz Thyssen, dont les aciéries sont prêtes à forger de nouveaux canons. Ou du plus grand constructeur automobile du monde, Henry Ford. L'antisémite Henry Ford va aider puissamment le parti nazi en lui donnant tous les bénéfices de ses ventes de voitures en Allemagne. De plus, Ford, pour chaque anniversaire d'Hitler, fait un don personnel de 50 000 $, une belle somme à l'époque. Ford sera le premier étranger décoré par les nazis de l'ordre du Grand Aigle allemand. Ainsi, sont réunis les moyens de monter les grands rassemblements du parti, vastes opérations de propagande destinées à frapper l'opinion et galvaniser les troupes. La bannière nazie proclame « Deutschland, erwahre ». Allemagne, réveille-toi. À partir de 1927, Hitler choisit Nuremberg, bastion nazi et centre historique, ville médiévale, décor symbolique wagnérien, qui exalte le lien avec les seigneurs guerriers du Moyen-Âge germanique. Hitler l'appelle sa capitale idéologique. Hitler veut aussi montrer la soumission du parti au Führer, au chef. Ce culte de la personnalité sera bien servi par le photographe attitré d'Hitler, Heinrich Hoffmann. Toujours au centre de l'événement, nazi de la première heure, virtuose du Leica, toujours près de son maître. Hoffmann prend toute une série de photos étonnantes, destinées à montrer le côté humain du grand homme. Et séduire l'électorat féminin, tel que se l'imaginent les nazis. Dans la petite boutique d'Hoffmann à Munich, Hitler, toujours inspiré par Wagner, fasciné par les amples mouvements des chanteurs de ses opéras, étudie toute une gestuelle dominatrice avant de la mettre en pratique dans les premiers grands rassemblements nazis. Hitler dit alors « La masse est féminine et stupide. La seule chose qui la rend stable, c'est l'émotion et la haine. » La haine, c'est ce que les SA sèment maintenant dans toute l'Allemagne, à commencer par les quartiers juifs des grandes villes. Dans cette société pourtant encore pacifique, Stefan Zweig voit naître la violence. Il écrit « C'était la méthode fasciste, mais à l'allemande, exercée avec une précision militaire. À un coup de sifflet, les SA sautaient des camions avec la rapidité de l'éclair, frappaient avec leurs matraques, et à un autre coup de sifflet, bondissaient dans les camions et repartaient comme ils étaient venus.
intimidation et terreur ne donnent que de maigres résultats. Aux élections législatives de 1928, les nazis n'ont que 2,6% des voix, moins d'1 million d'électeurs. Les communistes, 3 fois plus. Les centristes, 4 millions. La droite, 5 millions. Et surtout les socialistes, 10 millions de voix. Et pourtant, au Reichstag, la Chambre des députés de Berlin, ces 2,6% d'électeurs allemands, surtout ruraux, ont permis l'entrée de 12 députés nazis. Ils font sensation parce qu'ils sont presque tous en uniforme de la SA. Parmi eux, un revenant, Hermann Göring. Blessé au bas-ventre pendant le putsch, il a beaucoup grossi. Et il a gardé une sévère dépendance à la morphine. C'est enfin la grande entrée de Joseph Goebbels. Il correspond à la définition donnée par Nietzsche au siècle précédent. Le fanatisme est la seule forme de volonté qui puisse être insufflée aux faibles et aux timides. Goebbels est loin d'être un grand arien blond. Il est petit, il boite, et son pied-bot le fait souffrir depuis l'enfance d'un complexe d'infériorité. Mais son intelligence diabolique veut compenser ce handicap. C'est d'abord un révolté contre la société, tenté par le marxisme, avant la grande rencontre de sa vie avec Adolf Hitler. Tout devient alors lumineux pour Goebbels. Ce sont les Juifs qui l'ont empêché de devenir un grand écrivain en refusant ses manuscrits, et ce sont les communistes qui sèment le chaos. Il dit « Nous entrons au Reichstag comme les loups dans la bergerie. » Mais cela, aucun des autres députés, ni du public, ne peut en prendre conscience. Ce qu'ils pensent tous, le journal Frankfurter Zeitung l'écrit alors. Hitler n'a ni pensée ni réflexion. Hitler est un fou dangereux. Mais s'il en est arrivé là, c'est qu'il a pris l'idéologie de la guerre à la lettre. Il l'a interprétée de manière primitive, comme si on vivait à l'époque des invasions barbares, à la chute de l'Empire romain. L'Allemagne ne s'inquiète pas. Il faudrait vraiment une grande catastrophe pour qu'Hitler ait le moindre avenir. L'historien Jan Kershaw écrit « Sans la Grande Dépression, sans la crise de 1929, sans la désintégration des partis bourgeois, libéraux et conservateurs, Hitler serait resté un illuminé aux marges de la vie politique. » Mais Hitler, lui, n'abandonnera rien. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch und rücksichtslos dieses Grab hinein. Nuremberg, 1929. Au congrès du parti nazi commence véritablement ce que le dramaturge allemand Bertolt Brecht appelle la résistible ascension d'Adolf Hitler. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne. Les usines ferment les unes après les autres et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes, qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toutes les élections qui suivent. Hitler provoque le désordre et prétend être le seul à pouvoir l'arrêter.
ce véritable chantage s'avère efficace. Hitler va rallier les commerçants et les petits propriétaires en dénonçant ce qu'il appelle la peste rouge, les marxistes égalitaires qui effraient aussi les paysans. Le résultat est incroyable. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag. Hitler est à la tête de la deuxième formation politique du pays, derrière les socialistes. Pourtant, cela n'inquiète pas vraiment les classes dirigeantes qui méprisent Hitler. Stefan Zweig écrit « Pour eux, le pouvoir a toujours été réservé aux barons, aux princes et à ceux qui ont une culture universitaire. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que l'orgueil de leur culture. » Pendant ce temps-là, Hitler continue son ascension. En un an, il s'impose à l'extrême droite allemande. Les fédérations d'anciens combattants, comme les Casques d'Acier, qui ont 500 000 adhérents, devront se soumettre. Hitler est candidat à sa succession en 1932. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. Les Allemands découvrent un affichage impressionnant. Le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, dit « Soyons grandioses ». Il invente une campagne électorale ultramoderne, en avion, une première en Europe. Le plus grand appareil commercial de l'époque est mis à sa disposition par le directeur de la compagnie aérienne, Lufthansa, qui ne refuse pas cette publicité. Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. Dans la foule, Jutta Rudiger, 20 ans. Je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel le chômage nous plongeait. On pensait vraiment que seul Hitler pouvait nous sortir de cette misère. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Grâce à son discours pseudo-social, Hitler devient un candidat sérieux à la présidence. Alors la presse se déchaîne. À droite, Hitler est présenté comme le prototype de l'aventurier politique. À gauche, les insultes sont plus personnelles. Hitler est traité d'efféminé, de tricheur demi-fou, de charlatan vaniteux, de faux dur à la cravache en peau de rhinocéros. Le président sortant, le maréchal Hindenburg, réactionnaire et monarchiste, reçoit pourtant le soutien de la gauche. Ce qui montre que le danger hitlérien grandit, comme le martèle l'un de ses principaux opposants, le socialiste Otto Wels. Entscheidet euch schnell! Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden, bis zur Vernichtung. Arbeit und durch für die Freiheit, die Republik und die deutsch geschaffene Arbeit. 10 avril 1932, le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. 13 millions d'Allemands ont voté pour lui. Un tiers de l'électorat. C'est énorme, mais insuffisant. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Et Hitler poursuit sa résistible ascension.
il repart en campagne. Comme il prononce 5 discours par jour, son entourage est sonné. L'un de ses intimes dit « Nous étions comme des soigneurs qui doivent remettre leur boxeur en état entre chaque round. » Lui est dopé par la tribune et par la virulence. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Pour Hitler, le premier parti qu'il faut abattre dans cette campagne électorale de 1932, c'est le Parti communiste. Les SA sont chargés de la besogne. Ils sont maintenant 400 000 qui s'autofinancent en payant leur uniforme et leur équipement. Pour montrer que le nazisme est une dévotion, comme le christianisme. Puis, il avait fait mettre en musique ce qu'il avait présenté comme le dernier poème du SA pour en faire l'hymne officiel du parti nazi, le Horst Wessel-Lied, le chant de Horst Wessel, le credo de la violence. Le Front Rouge, ce sont les milices communistes qui ont toujours porté la casquette d'ouvrier et la blouse à la russe. Toutes ces militantes, tous ces militants, portés par leur idéal. Ils ont, eux aussi, leur champ de combat. Wir geben dem Feind einen kräftigen Tritt und was wir spielen ist Dynamit, unser Blick nach der Bourgeoisie. So entsteht die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, ihr Besuchen, Juillet 1932, l'été sanglant de la campagne électorale. Les SA, avec la complicité de la police, affrontent les communistes dans de véritables batailles de rue. Les communistes auront 100 morts et 1000 blessés. Beaucoup d'Allemands, épuisés par le désordre et l'impuissance du gouvernement, approuvent les violences nazies. D'où le résultat des élections. 230 députés nazis. Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite, l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. Hindenburg dit à Hitler « Devant Dieu, ma conscience et la patrie, je ne peux donner le pouvoir à un parti aussi intolérant que le vôtre. » Hindenburg lui propose quand même d'entrer au gouvernement. Mais Hitler ne se juge pas comme un homme politique ordinaire qui cherche un poste ministériel. Il veut tout le pouvoir pour fonder un État totalitaire. En quelques semaines, Goebbels, à la tête de l'énorme groupe parlementaire nazi, réussit à paralyser le jeu démocratique. Aucune majorité ne peut se former. Goebbels, avec le sourire maléfique de ses mauvais coups, annonce
Il est grand temps de dissoudre cette assemblée qui ne reflète plus la volonté du peuple. Ich halte diesen Reichstag für vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass aufgelöst werden muss, weil nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Il faut de nouveau des élections, les troisièmes en un an. Elles auront lieu en novembre. Hitler pense encore en profiter. Die Energie und die Zähigkeit gehabt von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Entouré de sa garde personnelle de SS, il rumine son échec. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de constituer une majorité, a fini par désigner Hitler, chancelier d'Allemagne. Pour en arriver là, le loup s'est fait agneau. Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Hitler avance masqué. Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp « Nos hommes défilent bien, ils ont fait beaucoup de prisonniers. » Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants. Une institutrice de Berlin, Louise Zollmitz, dit « C'était une ivresse sans vin ». Elle ajoute « J'entendais des cris de « Mort aux Juifs ». Le sang des Juifs jaillira sous le couteau. Goebbels conclut « C'est exactement comme un conte de fées ». Au Palais des Sports de Berlin, Hitler va prononcer son premier discours de chancelier. Quel est le plan d'Hitler? Le pouvoir absolu, mais par étapes. Au Parlement siègent encore 200 députés communistes et socialistes. La première décision d'Hitler est donc de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Son discours, radiodiffusé, se veut un appel à tous les électeurs, même de gauche, à voter pour lui. Avec ce discours, somme toute conciliant, Hitler continue à avancer masqué. Mais Goebbels vient mettre les points sur les i en revenant aux fondamentaux, l'antisémitisme et la violence, pour l'électorat nazi de base. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und SA-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben.
2 semaines plus tard, à Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien. L'enquête, menée par une police aux ordres de Göring, incrimine un communiste hollandais appelé Marinus van der Lubbe, 24 ans, soupçonné d'avoir un lourd passé d'incendiaire. Rapidement déclaré coupable, il sera décapité. À qui profite le crime? Aux nazis. Hitler et Göring agitent le spectre d'un complot des Rouges. Göring fait arrêter 4000 communistes et leurs chefs. Mais le Parti communiste n'est pas encore interdit. Car Hitler veut garder une apparence de légalité pour les élections législatives qui doivent conforter son pouvoir. Les Allemands, tellement saturés de campagnes électorales et de désordre, voient de nouveau dans tout le pays les SA se déployer, comme disent les nazis, pour protéger la population des attentats communistes. Les SA sont plus d'1 million. Armés, ils ont le statut d'auxiliaire de la police. Ils se positionnent dans toute l'Allemagne devant les sièges des partis de gauche et des syndicats. Ils vont, encore une fois, semer leur violence, pendant qu'Hitler, lui, montre ostensiblement qu'il joue le jeu électoral pour continuer à rassurer le président Hindenburg, de plus en plus fatigué. Göring, menaçant, avec son poignard, dans son fauteuil gothique, donne sa version mensongère du résultat des élections. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En fait, Hitler et sa coalition atteignent à peine la majorité. Malgré toute sa propagande et l'intimidation des SA, Hitler n'a pas pu empêcher les communistes d'obtenir 12% des voix. Alors Hitler jette le masque et entre dans l'illégalité, avec la complicité de son gouvernement. Il supprime l'élection des députés communistes, les fait arrêter et envoyer dans les camps de concentration d'Oranienburg, près de Berlin, et de Dachau, près de Munich, qui viennent juste d'être installés par les nazis. Ce sont les premiers des 16 camps ouverts pendant la seule année 1933. Le nombre des détenus politiques passe à 100 000 dans les premiers mois du régime. L'étudiant communiste Klaus Bastian raconte: les gardes fouettaient les détenus, les poussaient dans l'eau glaciale. Il fallait toujours craindre pour sa vie, de jour et de nuit. Les nazis montrent, au contraire, que ces parlementaires, ces hauts fonctionnaires, ces syndicalistes sont rééduqués. L'ombre maléfique de la dictature s'étend sur l'Allemagne. Comme le Reichstag a brûlé, Hitler réunit le nouveau Parlement à l'Opéra Royal, encerclé par les SA, pour demander les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Les 94 socialistes qui sont encore présents auront le courage de voter contre Hitler. Ils seront, eux aussi, arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. 441 députés de l'extrême droite au centre catholique écoutent un long discours roublard d'Hitler destiné à donner le change. Il promet tout, comme toujours. La fin du chômage, le salut de la paysannerie, le respect des droits et surtout, la paix.
l'Assemblée se suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler pour 4 ans. Le président Hindenburg ne pourra plus discuter les décisions du chancelier. Sous les vivats, la démocratie meurt en Allemagne. Que Hitler, un homme qui a cimenté son pouvoir par l'antisémitisme, puisse diriger l'un des pays les plus industrialisés de la planète, est perçu comme une menace universelle. Dans le monde entier, les manifestations contre Hitler, comme ici à New York, protestent contre sa barbarie, son obscurantisme, ou proclament « le judaïsme survivra à l'hitlérisme ». Tous appellent à un boycott mondial des produits allemands. Pour les dissuader, Hitler ordonne, à titre d'avertissement, une journée de boycott des magasins juifs en Allemagne. Les juifs allemands découvrent avec horreur les pancartes des SA. Pas un centime pour le capitalisme juif. Achetez allemand. Les juifs font notre malheur. C'est le début de la persécution. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent dans toute l'Allemagne les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cette autodafé sortie du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Une jeune berlinoise, Dorothea Gunther, assiste à l'autodafé et au rituel nazi. Elle témoigne. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Le peuple allemand, lui, peut partir en vacances. Le parti nazi est désormais le parti unique. Ces slogans antisémites n'intéressent pas trop les gens. Ils sont pour la plupart indifférents au sort de leurs compatriotes juifs, qui après tout ne sont que 500 000, moins de 1% de la population. La moitié de ces juifs allemands réussira à émigrer. Gerda Blackman témoigne. Nous avons réussi à embarquer à condition de laisser tous nos biens derrière nous.
Les Juifs allemands, les plus démunis, resteront bloqués en Allemagne. Ils seront déportés dans les ghettos de l'Est, puis exterminés dans les camps. Les opposants au régime s'enfuiront comme ils pourront, où ils pourront, surtout en France, où ils seront un jour rattrapés par la guerre, l'occupation allemande et livrés aux nazis. Beaucoup de ceux qui ne partiront pas à temps ou qui voudront rester pour continuer la lutte seront capturés et martyrisés dans les camps. L'immense majorité des Allemands s'accommodera de la dictature. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée, ne pourront plus lire que des journaux nazis. Leur fille apprendra, elle aussi, ce salut devenu obligatoire. Leur fils entrera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. À l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes. L'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève? Un handicapé mental coûte 1800 marks par an à l'État. Un élève moyen, 320 marks. Et un brillant élève ne revient qu'à 125 marks. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aîné entrera à la BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Mais tout cela, les Allemands ne le savent pas encore dans cet été de 1933. Hitler n'est pas tout à fait le chef suprême. Il lui faut continuer à anesthésier son peuple avec sa propagande. Comme le film La victoire de la foi sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unique. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice Leni Riefenstahl, qui le subjugue par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier par ses cadrages et sa lumière le nouveau Dieu d'une nouvelle mystique, celle de la race, du chef, de la puissance. Hitler est impressionné par son grand aîné, son modèle. Il recherche l'accord de Mussolini à son projet d'annexion de l'Autriche. Mussolini refuse. Il ne veut pas d'une présence allemande à ses frontières. Il n'apprécie pas Hitler. Il dit « Ce type me fait l'effet d'un moine bavard. » Il lui fait visiter Venise en prenant soin de commencer par les navires de sa flotte de guerre, alors qu'Hitler n'a pas de marine. Hitler va rentrer à Berlin mortifié. Il comprend que tant qu'il n'aura pas reconstitué sa force militaire, il ne pourra rien entreprendre. Hitler sait bien que pour faire la guerre, il faut des généraux, des amiraux, des officiers compétents, des stratèges
des spécialistes. Il a toujours promis à l'armée de la délivrer du carcan du traité de Versailles, de lui redonner ses effectifs et son armement. Mais les généraux veulent plus. Ils veulent la peau de Röhm et des SA, qui pourraient avaler l'armée. Röhm est aussi très critiqué pour sa folie des grandeurs. Il fait de l'ombre à Hitler. Les milieux de l'industrie s'inquiètent quand il proclame « La révolution nationale-socialiste n'est pas terminée ». Goebbels dit « C'est un bolchevique déguisé ». Ils sont complices depuis 15 ans. Mais Hitler a pris sa décision. Éliminer Röhm en prétextant qu'il prépare un coup d'État. Hitler désigne les bourreaux. Himmler, chef des SS. Heydrich, chef de la Gestapo. Sepp Dietrich, un ancien garçon boucher, devenu chef de la garde rapproché du Führer. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, ce qu'Hitler va appeler la nuit des longs couteaux, les SS assassinent Röhm et 85 opposants possibles ou témoins gênants du passé du Führer. Après la disparition de Röhm, les SA perdent toute influence et sont réduits au service d'ordre. L'armée est satisfaite, comme les industriels, et Sepp Dietrich est promu général SS. Maintenant, en haut de la pyramide, Hitler est seul. Un mois après, la nuit des longs couteaux, le dernier président de la République, le maréchal Hindenburg, meurt à 87 ans. La démocratie est morte et enterrée depuis longtemps. La dictature continue sa marche implacable. Hitler devient le chef des armées. Son pouvoir est total. Et tous les soldats jurent fidélité au Führer, notre chef et celui du peuple allemand, Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler va d'abord s'approprier les réussites de la République de Weimar, comme les fameuses autoroutes, qui deviendront les vitrines du régime nazi. Hitler va ensuite frapper, en promulguant les lois raciales de Nuremberg. Il va brûler les synagogues dans le grand pogrom de la nuit de cristal, prélude à la solution finale. Il va violer le traité de Versailles en réoccupant les zones démilitarisées en 1919. Comme la France et l'Angleterre ne réagiront pas, leur faiblesse amènera Mussolini à se rapprocher d'Hitler, le laissant annexer l'Autriche pour accomplir ce qu'il appelle sa mission, réunir à l'Allemagne les peuples qui parlent allemand. Il va intervenir dans la sanglante guerre d'Espagne en lançant ses bombardiers, assassiner la population de Guernica et en assurant la victoire des fascistes de Franco sur la République espagnole. Il rêve à sa grande armée, comme celle de Napoléon. Il l'entraînera vers Moscou. En proclamant toujours qu'il veut la paix. Wir wollen einst ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist
und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. L'Allemagne, abreuvée de discours et de manifestations grandioses, va perdre le contact avec la réalité. Quand l'Allemagne sera prête, Hitler, féroce et obstiné, l'entraînera, et le monde avec elle, dans une longue nuit, peuplée des fantômes de 50 millions de morts.